Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité comme chaque soir. On se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information sur Al-Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le Maroc et la Serbie décident à raffermir leurs relations de coopération. C'était à l'occasion de la visite de travail dans le royaume du ministre serbe des Affaires étrangères. La Serbie réitère son soutien à une solution politique sous l'égide de l'ONU et salue le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Le Forum Crans-Montana de retour pour la 4e fois consécutive à Dakhla. Plus d'1 millier de participants prendront part à l'événement pour aborder divers sujets touchant au développement, à la sécurité et à la paix en Afrique et ailleurs. Sur les préparatifs, nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place. Ils sont devenus de hauts lieux de l'artisanat raffiné et de tourisme. Les fondours de la Médina de Fès réhabilités offrent un nouveau visage qui redonne splendeur et charme à la capitale spirituelle du royaume. Le Maroc et la Serbie décidés à raffermir leurs relations de coopération en visite de travail dans le royaume. Le ministre serbe des Affaires étrangères a été reçu par le chef du gouvernement, Sadeddin Othmani et Ivica Davic ont, au cours de leur entretien, souligné la nécessité de hisser les échanges commerciaux au niveau des relations politiques qui lient les deux pays à travers notamment la tenue du forum mixte des hommes d'affaires et la promotion du partenariat entre les acteurs économique. Et puis, le ministre serbe des Affaires étrangères a précisé que la Serbie soutient pleinement toutes les négociations et tous les efforts engagés en faveur des solutions durables pacifiques et diplomatiques de tout conflit et ce sous l'égide de l'organisation internationale en charge de la question, en l'occurrence les Nations Unies. Et à ce titre, nous voyons que la proposition pour l'autonomie faite par le Maroc concernant la question du Sahara marocain s'inscrit pleinement et parfaitement dans ce cadre, a souligné le ministre des Affaires étrangères serbe au cours de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Rachidi Ken, Souad Nachat. C'est un large éventail de relations de coopération bilatérale ont procédé les deux parties à la détermination commune de les promouvoir et de les pérenniser. Le niveau de la coordination sur le plan bilatéral et régional, le dialogue politique et la promotion des partenariats fructueux entre les opérateurs économiques des deux pays. Les deux parties sont sur la même longueur d'onde et s'en félicitent. Nos entretiens d'aujourd'hui ont été l'occasion de réitérer nos positions claires et des positions de principe en ce qui concerne l'intégrité territoriale, sa préservation, sa défense, aussi bien en ce qui concerne la Serbie qu'en ce qui concerne le Maroc. C'était également l'occasion pour moi pour remercier la partie serbe pour une position aussi ferme, aussi claire en ce qui concerne l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Nous avons toujours exprimé notre soutien à une solution politique sous l'égide de l'ONU. Et pour nous, le respect de l'intégrité territoriale du Royaume est un élément clé dans le processus de négociation. Les opportunités d'investissement qu'offrent les deux économies sont légion. Agriculture, énergie propre, automobile et aéronautique sont au cœur de cet élan. Des accords ont été signés. Ils sont dédiés au domaine de l'éducation et de la formation. En attendant la réunion de la grande commission mixte maroco-serbe prévue avant la fin de l'année, le Maroc sera l'invité d'honneur du Salon du Livre en octobre prochain à Belgrade. Le Forum Crans-Montana de retour pour la 4e fois consécutive à Dakhla. Plus d'1 millier de participants issus d'une centaine de pays et les représentants des plus importantes organisations internationales débattront de divers sujets touchant notamment au développement, à la coopération, à la sécurité et à la paix en Afrique et ailleurs. Une manifestation organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sur les préparatifs du forum, on retrouve nos envoyés spéciaux depuis Dakhla, Othman Tazi, Asma El Moussaoui et Nissin El Hamdaoui. Un air de préparatif souffle sur le palais des congrès de Dakhla et sur ses abords. On règle les derniers détails et on s'active dans tous les sens avant l'ouverture du prestigieux forum Crans-Montana. La grand-messe dédiée au débat et à la réflexion sur les perspectives d'avenir de l'Afrique. Un continent plein d'espoir et de promesses.
Pour la 4e année consécutive, la perle du sud marocain réunira le Gotha des décideurs mondiaux. Le forum de Crans-Montana à Dakhla, c'est devenu une évidence pour nous, et je pense aussi pour Dakhla et pour les territoires du Sud, parce que les politiques qui sont mises en œuvre ici depuis déjà un certain nombre d'années par le gouvernement marocain, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ont démontré et font la démonstration qu'un miracle est possible sur ce continent. Cette année, le forum Crans-Montana est placé sous le signe de la coopération sud-sud, un modèle de partenariat qui prendra un nouvel élan, principalement après le retour du Maroc à l'Union africaine. La 4e édition du Crans-Montana promet des débats intenses et fructueux. Un certain nombre de secteurs stratégiques qui seront mis à l'honneur, l'agriculture durable, le secteur halieutique, les énergies renouvelables, la promotion des femmes, de la jeunesse. Autant de sujets pour lesquels nous proposons une tribune libre de réflexion, d'expression à toutes ces délégations. Nous sommes à présent au port de Dakhla. Derrière moi, le navire de croisière italien Rhapsody où logera une grande partie des invités du forum Crans-Montana. C'est d'ailleurs à bord de cet hôtel flottant de luxe que se poursuivront les travaux du forum 2 jours durant, avant d'amarrer au port de Casablanca mardi prochain. Bienvenue à bord du prestigieux Rhapsody qui peut accueillir jusqu'à 2500 personnes. Les membres de son équipage seront aux petits soins avec des passagers d'un tout autre genre, de grandes personnalités mondiales. We are really proud and it's an honor for us to Nous sommes fiers et vraiment honorés d'être présents ici à Dakhla dans le cadre d'un tel grand événement pour la 3e année consécutive. Pour satisfaire nos invités et nos passagers, nous avons concocté un menu international et bien sûr la gastronomie italienne s'y invitera. Normal, le navire est italien. a few Italian dishes. Plus d'1 millier de participants représentant une centaine de pays prendront part au forum Crans-Montana, qui s'érige aujourd'hui comme un laboratoire d'idées, de propositions et d'initiatives. À partir de demain, le forum commencera à accueillir les différentes délégations participantes avant l'ouverture officielle de l'événement qui aura lieu après-demain vendredi. On parle agriculture à présent. Le secteur agricole connaît une évolution favorable suite aux dernières précipitations sur la majeure partie du royaume. Au 12 mars 2018, le cumul pluviométrique moyen national a atteint plus de 281 mm. Des chiffres qui ressortent d'une réunion tenue aujourd'hui à Rabat par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts pour faire le point sur le déroulement de la campagne agricole. Il a été enregistré un excédent donc de 4% par rapport à l'année dernière. Au démarrage de la période des semis, le déficit pluviométrique était de 61%, précise le ministère. Les réserves des barrages à usage agricole s'est également nettement améliorée par rapport au démarrage de la campagne, se situant à 7,34 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 55%, relève le ministère. Et puis les dernières précipitations qui se sont abattues dernièrement sur la région Marrakech-Safi rassurent les agriculteurs et augurent d'une très bonne saison agricole. Les terres agricoles cultivées s'étendent sur près de 700 000 hectares dédiés aux céréales, aux légumineuses et aux cultures maraîchères. État des lieux dans ce reportage signé Omar Jleidi, Zakaria Mokimbil. Un champ de culture maraîchère. Après les dernières précipitations, les agriculteurs continuent à entretenir les légumes cultivés afin d'en améliorer la productivité. Au niveau de la région Marrakech-Safi, les terres cultivables s'étendent sur 2 070 000 hectares, dont 350 000 hectares de terres irriguées. On s'attend à une bonne récolte dans la région, aussi bien pour les céréales que pour les légumineuses. Les agriculteurs vont pouvoir compenser le déficit enregistré lors des précédentes campagnes agricoles. Les pluies abondantes ont aussi un impact positif sur le couvert végétal et les cultures fourragères. Dans la région, le cheptel compte 5 millions de têtes, bovins, ovins et caprins.
Cette année, les prix des aliments de bétail ont connu une forte baisse. Cela encourage les éleveurs et les agriculteurs à continuer le travail. Les ressources hydriques connaissent une forte progression. La nappe phréatique est évaluée à 530 millions de mètres cubes, dont 26% utilisés dans l'irrigation. Les précipitations et les chutes de neige que connaît la région depuis 4 mois contribuent à approvisionner les cours d'eau et la nappe phréatique. Cela augure d'une bonne saison agricole. Les céréales, les légumineuses et les cultures maraîchères bénéficient de conditions climatiques favorables. Les agriculteurs s'attendent à une excellente campagne agricole. Des pluies localement fortes sont d'ailleurs attendues sur plusieurs provinces du royaume à partir de ce soir nuit et ce jusqu'à 12h demain. Elles toucheront les provinces de l'Araïch, Fchaoun, Tanger, Asela et Fars Anja. Attention aux rafales de vent également 65 à 80 km/h dès ce soir 21h et ce jusqu'à jeudi 6h. Provinces concernées Tanger, Asela, Fars Anja, Mdirk, Fedakch, Fchaoun et El Husima. Et puis jeudi de 12h à 18h, vent fort également sur Boulmen, Midelt, Azela, Daza, Ifren et Ouarzazet. On passe à l'actualité internationale. L'offensive du régime syrien se poursuit sur la Ghouta orientale. 25 civils ont été tués dans des bombardements ce mercredi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Concernant les évacuations de civils, une centaine d'habitants ont pu quitter les lieux grâce aux ambulances du Croissant Rouge et parmi ces personnes, de nombreux blessés et enfants. Dans 2 jours, le conflit syrien entrera dans sa 8e année avec un effroyable bilan, plus de 350 000 morts. On va en Europe à présent, en Allemagne. Angela Merkel entame son 4e mandat de chancelière allemande. Elle a prêté serment et a réuni le premier conseil des ministres cet après-midi. C'est la coalition réunissant CDU-CSU de Merkel et le SPD qui est reconduite. Un mandat émoussé par 6 mois d'imbroglio politique. Le vote de ce mercredi donc marque la fin de la plus longue quête de gouvernement dans l'histoire d'après-guerre. Elle n'a obtenu lors du vote à bulletin secret qu'une courte majorité de 364 suffrages, soit 9 voix de plus que la majorité requise. Et puis la tension monte entre la Grande-Bretagne et la Russie. La première ministre britannique Theresa May accuse Moscou de tentative de meurtre contre l'ancien agent double russe Sergei Skripal. Elle a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes et la suspension des contacts bilatéraux. Il n'y a aucune conclusion possible autre que celle de la culpabilité de l'État russe dans la tentative de meurtre de l'agent et sa fille, a-t-elle déclaré devant la Chambre des communes. En expliquant dans les années 70 que les trous noirs se dissolvaient comme un cachet d'aspirine dans un verre d'eau, il a révolutionné notre compréhension du fonctionnement de l'univers. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est décédé ce mercredi à l'âge de 76 ans après avoir développé en 1964 la maladie de Charcot qu'il avait clouée dans un fauteuil roulant. C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont l'œuvre et l'héritage vivront encore de très nombreuses années. C'est ce qu'ont annoncé ses enfants dans un communiqué. Retour chez nous, l'efficacité énergétique en Afrique débattue à Casablanca. Experts, chercheurs et acteurs publics et privés ont pris part à la 3e édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique axée sur le thème l'efficacité énergétique dans les territoires, renforcement des capacités et financement vert. Sarah Katir. Axé sur le thème de l'efficacité énergétique dans les territoires, renforcement des capacités et financement vert, ce rendez-vous se focalise sur les questions liées au financement et à l'investissement dans l'efficacité énergétique en Afrique. Aujourd'hui, on ne parle plus théorie, mais bel et bien de solutions pratiques et efficaces pour une efficacité énergétique en Afrique.
Les défis énergétiques auxquels fait face l'entreprise africaine ont été également à l'ordre du jour de cette manifestation. On en parle beaucoup et depuis dans tous les pays, on parle de l'efficacité énergétique. On sait que nous devons être efficaces, par nous-mêmes. Et nous sommes énergivores et comment rendre cette efficacité énergétique dans la pratique. C'est ça l'équation qu'on est en train de vouloir résoudre ici. Le Maroc dans ce domaine est un exemple à suivre. C'est un pays pionnier et un modèle pour tous les pays africains. La transition énergétique a besoin à la fois d'une politique publique nationale forte et cohérente, d'une collaboration internationale dynamique et concrète, mais aussi d'importants investissements. Ils servaient autrefois d'hôtel pour les visiteurs et d'entrepôts de marchandises. Ils sont devenus aujourd'hui de hauts lieux de l'artisanat raffiné et de tourisme. Les fondours de la Médina de Fès réhabilités offrent un nouveau visage qui redonne splendeur et charme à la capitale spirituelle du royaume. Mounia Marouche. La capitale spirituelle ne cesse de nous charmer par ses remparts, sa Médina et ses mdarsa. Mais Fès cache d'autres merveilles. Les fondouks, ces anciens hôtels datant du XIIIe siècle, retrouvent leur lustre d'antan. Ils sont aujourd'hui mis à la disposition de 13 corps de métier, dont l'artisanat de haute facture. La chambre commerciale a mis ce fondouk à notre disposition. Il nous permet de mettre en valeur notre savoir-faire ancestral, la tapisserie typiquement facile. La boiserie traditionnelle est en voie de disparition. Les maîtres artisans se réduisent comme une peau de chagrin. Quelques ma'allem continuent de préserver ce patrimoine. Ces hauts lieux d'histoire retrouvent une nouvelle jeunesse dans le strict respect de leur construction. Il s'agit d'en faire des bassins créateurs d'emplois et de richesses. L'opération de la réhabilitation a donné une seconde vie à ces joyaux architecturaux. Il s'agit des sites Chmaïn, Sbetrien, Barka et Staounien. Nous avons veillé à préserver l'authenticité de ces fondouks. La réhabilitation de ces sites a coûté près de 600 millions de dirhams. Elle a permis d'insuffler une nouvelle dynamique socio-économique et culturelle. Page cinéma à présent et zoom sur le Festival national du film de Tanger qui se poursuit jusqu'au 17 courant dans la ville du Détroit. Nous vous l'avions déjà annoncé, 15 longs métrages sont en compétition, dont Les Voix du désert, le nouvel opus de Daoud Ouled Siyid. Les festivaliers l'ont d'ailleurs découvert hier soir. Anis Aboumedi, Nisrine Naouzdar. Beaucoup d'émotions, de la poésie, une fresque sociale qui transcende les limites de la fiction et du documentaire. Voilà ce qui caractérise le nouveau long métrage de Daoud Ouled Siyid, Les Voix du désert. Le film raconte l'histoire de 3 destins. Celui de Mouloud, un jeune homme qui part à la recherche de ses parents qu'il n'a jamais connus. Celui de Hamadi, un vieil homme qui attend le retour de son fils unique, et enfin celui de Zineb, une femme qui tente de préserver la mémoire de son père en sauvegardant les traces du patrimoine oral de sa région natale, le désert. Ce film permet de découvrir le patrimoine culturel du sud du Maroc. Il raconte une belle histoire. Cela m'a beaucoup plu. Les gens apprécient mes films parce qu'ils ont tous une approche centrée sur l'humain. D'ailleurs, la plupart des séquences du film Les Voix du désert ont été filmées en présence des locaux et dans leur maison. Nous n'avons pas changé les décors pour donner justement une touche humaine au film. Côté court, les festivaliers ont pu découvrir hier Petit clair de lune de Rachid Louali. Tout a commencé lorsqu'une femme a appelé par erreur un homme derrière les barreaux. De cet appel inattendu, une complicité et un grand amour sont nés. Après plusieurs visites régulières en prison, la jeune femme accepte d'épouser le détenu malgré le refus de son entourage.
C'est un très beau film avec une trame romanesque tellement touchante. Le réalisateur, qui est également le scénariste, a fait un excellent travail. En faisant ce film, j'ai été moi-même touché par la sensibilité et l'audace de l'héroïne qui a défié ses parents et la société pour épouser l'homme qu'elle aime. Une manière de lui redonner espoir et goût à la vie. Le Festival national du film de Tanger se poursuivra jusqu'au 17 de ce mois-ci avec une belle rétrospective des 60 ans du cinéma marocain. Les festivaliers peuvent découvrir ou redécouvrir 14 grands classiques. Bon spectacle à tous. Voilà, c'est avec la page cinéma que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 21h30 ou plutôt 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Manablo. À bientôt.